ans d'expérience SEO en 20 conseils et 40 minutes, mais je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Nathan Colson, j'ai 29 ans, je suis jeune marié, papa, mais on s'en fiche parce qu'on va surtout parler de SEO aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu mon parcours chez l'annonceur. Moi, j'ai vraiment une grosse casquette annonceur avec le Lynx, EasyBuyDef et Shine. Et j'ai aussi une autre grosse casquette affiliation sur mes projets perso. Donc voilà, on va décortiquer tout ça. Donc c'est parti. Moi, j'ai découvert le SEO, pas par le SEO, mais par l'affiliation. J'étais vraiment fan de ce business model quand j'ai découvert. J'ai découvert l'affiliation avec AliExpress à l'époque. En gros, à la grande époque de AliExpress, on touchait des très très belles commissions sur la vente de produits et on a commencé par les groupes Facebook. Et en fait, on spammait les groupes Facebook de liens affiliés et on récupérait pas mal d'affiliés comme ça. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est dit, OK, groupe Facebook, c'est sympa, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des sites web? À cette époque-là aussi, je rencontre Jackie et tout un tas d'autres SEO sur Caen et on parle de sites web, de WordPress, de choses comme ça. Et donc, petit à petit, en fait, on commence à faire des sites d'affiliation type MFA, ce genre de choses. Donc, on passe d'une affiliation AliExpress avec plein de sites du genre comment acheter ce truc-là, quelles sont les meilleures robes de mariée, ce genre de choses. On fait pas mal d'affiliations là-dessus. Et après, je découvre plus le vrai SEO avec les MFA. On fait des sites, en gros, MFA, c'est Made for Amazon. Donc, c'était des sites dédiés à des produits. Par exemple, choisir sa plancha.fr, c'était un de nos tout premiers sites. Le but, c'était d'être premier sur Plancha et de vendre un maximum de plancha avec des guides comparatifs. On faisait des sites sur tous les produits possibles et imaginables pour bien se positionner. À l'époque, c'était la manière idéale pour se référencer, entre guillemets. C'était une vision un peu naïve, hein. Je pense qu'à cette époque-là, je crois que j'ai 20 ans. Donc, je découvre un peu le référencement, l'édition de sites web à ce moment-là avec les sites pour Amazon. Je vous en montrerai un ou deux. Depuis, la plupart, soit ont chuté, soit ont été vendus depuis. Donc, ouais, je découvre un petit peu le référencement comme ça. Je me fais mes premières confiances. Enfin, c'est quand je pense qu'un bon référenceur, il faut qu'il soit capable de se positionner à un moment. Et ces premières expériences-là m'ont permis de gagner en confiance sur le fait de pouvoir positionner des sites. Sachant que ces sites-là, moi, à ce moment-là, je suis à la fac et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour faire ce genre de site, tant que j'ai un peu moins maintenant. Mais voilà, beaucoup de sites d'affiliation MFA. Et en gros, à la fin de mon parcours scolaire, en gros, moi, j'ai fait des études d'économie avec une spécialisation accompagnement des entreprises innovantes. Bah, en gros, à la fin, j'ai pas du tout fait ce pourquoi je me suis formé pendant 5 ans. Je suis parti directement en SEO et je suis allé sur Paris. J'ai rejoint le comparateur d'assurance Le Lynx que vous devez tous connaître, du moins j'espère. Comparateur d'assurance auto, moto, habitation, etc. Donc, là, j'arrive à Le Lynx et je comprends que je ne sais rien en SEO. Et de toute façon, je pense que ça, c'est un peu un mantra que tous les SEO doivent avoir au quotidien, c'est qu'il faut tout le temps apprendre. Le maître est un éternel élève. Et à Le Lynx, je découvre pas le vrai SEO, mais un SEO qui est très, très, très à la pointe de ce qui pouvait se faire à l'époque en 2019. Analyse de log avec Botify, des techniques de netlinking extrêmement poussées. Bref, je débarque dans ce monde-là et pendant 2 ans, j'apprends énormément. En même temps, en 2019, je commence à en avoir marre de faire des sites MFA monoproduits. Et avec mon associé, on se dit, OK, let's go, on va arrêter de faire des sites MFA, on va faire des sites plus ambitieux, on va faire des sites sur une thématique globale. Et il se trouve que travaillant à Le Lynx, auto, moto, etc., je me rends compte que sur la moto, il n'y a pas beaucoup de concurrence finalement, en tout cas à l'époque. Et on se dit, OK, à la place de faire un site, un produit, on va prendre une thématique et on va devenir, entre guillemets, les boss de cette thématique. Et c'est comme ça que naît, du coup, la deuxième branche, on va dire ma branche pro chez Le Lynx et ma branche perso sur Monsieur Moto. Le Lynx la journée, Monsieur Moto le soir. Donc, en gros, les journées, c'est 9h, 18h au travail et 21h, minuit, 1h, pas tous les jours, mais presque, à bosser à la fois sur le Lynx et sur le projet perso. À la base, Monsieur Moto, l'ambition, c'était vraiment de le construire en mode side projet. Sauf que le truc a pris vraiment de l'ampleur sans qu'on contrôle vraiment le truc.
On voulait faire 100 € par mois chacun net dans notre poche, un peu en mode, un énième petit actif, qui rapporte un petit peu comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'on peut gagner beaucoup plus. Et entre, 2019 et aujourd'hui, alors le site a fait, c'est un petit peu le mont Everest et il est parti doucement, il est monté très haut et aujourd'hui il est très bas. Mais, en 5 ans de vie, ouais, on a vraiment, passé une très belle step sur ce site-là. C'est un site qui a fait plus de 100 000 € en affiliation, à peu près. Et l'idée, c'est pas que je vous fasse une étude de cas sur ce site-là, mais je vais vous donner plein d'anecdotes sur pourquoi, en fait, on est monté et pourquoi on a pris cher après. Mais, heu, mais voilà, le lynx la journée, monsieur moto le soir. Pareil chez EasyBuy EDF, j'ai une belle opportunité chez EasyBuy EDF. Je suis plus SEO junior, j'arrive, je suis plus chef de projet. J'ai encore un manager hiérarchique qui est très, très, très fort et j'apprends énormément de choses, sauf que je suis quand même plus en indépendance et j'arrive dans un milieu du bâtiment en ligne qui est extrêmement concurrentiel, qui est honnêtement qui est passionnant. Moi, j'ai adoré bosser sur la niche un peu BTP, rénovation d'intérieur, rénovation énergétique. Il y a énormément d'enjeux business derrière et pareil, plus une dimension contenu chez EasyBuyDev parce que la stack technique était quasi parfaite, mais une grosse dimension contenu chez EasyBuyDev. Et ensuite, il y a eu Shine, où il y a eu une très, très belle offre et entreprise pour laquelle je travaille toujours, où je suis complètement en autonomie. Il y a eu des gros, gros chantiers de mener et pareil, je vous donnerai, quelques anecdotes. Aujourd'hui, chez Shine, on est 2. Il y a un SEO spécialiste et moi qui suis un peu, casquette où je fais plein de choses en même temps. Je gère la partie SEO contenu, mais les contenus, c'est très, très large. Ça va d'un article de blog à, un simulateur où on va, aider les gens à résoudre des problèmes et évidemment capter du lead pour essayer d'aller monétiser tout ça. Donc voilà un peu le parcours. C'est important parce que dans les conseils qui vont suivre, ça vous donne un peu plus de contexte. Je m'excuse par avance, j'ai pris un format, 20 tips, c'était beaucoup trop et mon premier conseil, ça serait de pas avoir trop grand trop grand. Donc je suis pas sûr qu'on arrive au bout des slides, en 40 minutes. Donc j'ai fait une version article qui est beaucoup plus fouillée. Je vous invite à aller sur l'article en même temps que la presse. J'ai mis beaucoup plus d'anecdotes, peut-être que vous allez mieux voir les captures d'écran. Bref, il y a une version article qui est sympa aussi. Et je vous propose qu'on embraye directement sur le premier conseil, que je peux vous donner, sachant que oui, alors, il y aura des conseils pratiques. Je vais vous parler un peu des outils que j'aime bien utiliser. Je vais vous parler, de mon setup parfait pour avoir un site WordPress, super rapide. Mais c'est surtout des préceptes, un peu des principes directeurs, et des choses que moi, j'aurais aimé avoir en tête justement au moment, où les choses deviennent un peu sérieuses et avoir un peu plus ce recul-là m'aurait, je pense, pas mal aidé, à certains moments. Mais l'un des premiers conseils que je donnerais, ça peut paraître un peu bullshit, mais think big dès le début. Moi, je me souviens, j'osais pas aller sur des niches, que je trouvais géniales. Alors elles sont ultra concurrentielles, mais moi j'adorais tout ce qui est betting, paris sportifs en ligne et cetera et il y a plein de niches où je me suis dit: «Non, n'y va pas, c'est trop concurrentiel, tu vas pas y arriver. Tu as pas le budget de netlinking, tu as pas le contenu, tu as pas la force de frappe» et cetera. Mais je pense aujourd'hui que c'est pas forcément vrai, que si vous mettez énormément d'efforts pendant 1 an et demi dans quelque chose, dans un domaine, ça devrait finir par payer et que vous fassiez de toute façon 2-3 guides spécialisés sur la moto pendant 1 an et demi, ou vous les fassiez sur, le domaine de la finance, par exemple, bah, finalement, à la fin, vous allez peut-être que les débuts seront un peu plus durs, la prise de notoriété sera un peu plus longue, mais les revenus que vous allez en tirer seront beaucoup plus conséquents. Je vous ai mis un exemple d'un site que j'adore qui s'appelle Financero. Je trouve ils font un taf de fou. Alors, désolé, hein, du coup, j'ai un background très assurance fintech, donc je vais beaucoup vous parler de crédit, d'assurance, et de finances perso. Mais la finance perso, ça rapporte énormément en affiliation. Les comptes pro en ligne, par exemple Shine, les crédits, la crypto et cetera, ça rapporte énormément et Financero s'est positionné en moins de 3 ans comme un acteur, alors je vais pas dire incontournable, mais ils ont mangé vraiment une grosse part de marché sur tout ce qui est meilleure assurance vie, meilleur compte pro, meilleure, banque en ligne et cetera et c'est des choses qui sont très rémunérateurs et c'est pour vous montrer que c'est possible de le faire. Après, je connais un peu le background de Financero et ils partent pas de nulle part non plus, mais un des premiers tips, c'est n'hésitez pas à penser gros parce que vous allez
beaucoup plus gagner à effort équivalent. Bien choisir sa niche, c'est important. Donc ça, c'était un peu le premier conseil. Et le deuxième conseil dans le tips numéro un, vision long terme. Nous, Monsieur Moto, c'était un side projet qui devait faire 100 euros. Au final, il en a fait beaucoup plus. Et, euh, et en fait, on n'était que en mode SEO, SEO, SEO. Alors, il faut ranker. Alors, on a bien ranké, on était très contents. Mais on n'a pas pensé branding, on n'a pas pensé pourquoi pas transformer, enfin, pourquoi on ne l'a pas transformé en e-commerce. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire. Si on avait une vision plus long terme, mieux structurée, je pense qu'on aurait pu en faire quelque chose de beaucoup plus grand. Mais on était enfermé un peu dans cette vision uniquement SEO, un peu court-termiste finalement. Et surtout, en fait, on pensait à l'époque, il y a 5 ans, que bah oui, si on fait le top 10 des meilleurs casques moto, on sera toujours premier parce que notre template et notre contenu et sera toujours le meilleur. Mais ce n'est pas vrai et ça, on l'apprend un petit peu avec le temps. Donc, premier conseil, think big. Deuxième conseil, qui va un peu avec le premier, je vais passer vite. Le SEO, c'est vraiment une brique à part entière d'une stratégie qui doit être plus 360. Si aujourd'hui j'avais 19-20 ans, pas d'enfant, et toutes mes soirées, je pense pas que je commencerai par un blog ou par des pages comparatives, etc. Je pense que je partirais sur de la vidéo, alors peut-être pas podcast, mais il y a plein de choses, d'autres choses à faire aujourd'hui pour faire de l'affiliation ou pour vendre des produits, etc. Il y a plein de manières de se monétiser en ligne, et je partirais pas forcément sur un blog directement, mais malgré tout, ça reste ultra puissant. On le voit, il y a toujours des gens qui se positionnent très très bien sur des requêtes en affiliation sur ces domaines-là. Mais pensez vraiment le truc 360. Comment est-ce que je peux allier de la vidéo? Comment je peux allier du réseau social euh, à ma stratégie? Et il y a plein plein de choses à penser en réseaux sociaux. Moi, ce que j'aime bien, c'est Pinterest. Quand j'étais chez EasyBudF, il y avait un gros sujet rénovation d'intérieur. Bah, tout ce qui est Pinterest, tu bombardes de photos, enfin, ça te ramène un trafic de fou. Je me souviens, on avait fait un tout petit Pinterest sur Monsieur Moto, où juste on avait pris les photos du e-commerce, on les a mis dans un Pinterest. Les gens trouvent ça cool, arrivent sur la page des top 10 et finissent finalement par être affiliés. Donc, bref, avoir une stratégie un peu 360, c'est un peu bateau, mais nous, on l'a pas du tout fait. C'est-à-dire qu'on a on n'a pas du tout de réseaux sociaux sur Monsieur Moto. Et je pense que ça fait partie des choses qui ont fait qu'on a commencé à décliner aussi. C'est d'avoir eu ce mindset uniquement 100% SEO. Euh, je vais vous raconter du coup une petite anecdote. Donc ça, c'est ce qui est arrivé chez Shine. Chez Shine, moi, ce que j'adore faire, c'est écouter un peu les calls de nos commerciaux pour voir, pour comprendre les personas, surtout dans le milieu bancaire, on a énormément de personas différents. Et ce qui est intéressant, c'est de vraiment prendre le temps de les écouter, bah voilà, prendre une heure et demie, regarder un peu leur parcours dans la base de données, enfin dans le CRM, pardon, vous regardez un peu ce qu'ils font et vous écoutez le téléphone et c'est là où vous comprenez tout. Et en gros, typiquement, bah, c'est un lead, il a vu une pub Snapchat Ads, il se demande si c'est un scam ou pas parce qu'il ne connaît pas en fait notre marque. Il va se renseigner sur Instagram qui fait office de validation un peu morale du truc pour au final arriver sur la page tarif et devenir client. Et donc tout ça pour dire que tous les points de contact sont importants et si vous focussez que sur la partie site SEO, finalement vous perdez plein plein d'autres choses et c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour le tips numéro 2. Tips numéro 3, je passe vite parce que c'est un truc un peu casu, mais pas du tout finalement. Et là, je parle surtout aux gens qui sont SEO chez l'annonceur. Euh, J'imagine que quand on a quand on est en agence, quand on fait bosser des gens sur du SEO, il y a une grosse partie formation. Mais souvent, quand vous allez arriver chez l'annonceur, trois quarts des gens ne savent pas ce que vous faites. Le SEO, c'est extrêmement abstrait. Nous, on en parle tous les jours, donc on a l'impression que c'est absolument obvious. Mais c'est important de prendre le temps de former un peu vos collaborateurs à ce que c'est le SEO. Ça va vous éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes et on en reparlera plus tard. Mais ce que vous pouvez faire pour évangéliser, tout simple, des petits ateliers. Moi, je me souviens, j'avais acheté un petit site d'Airsoft que j'avais revendu assez rapidement. Et ben, j'avais fait un atelier comment estimer la valeur d'un site web. Ah bah regardez, il y a beaucoup de domaines référents, il fait du trafic, le design il est sympa, donc j'estime qu'il vaut tant et je vais le vendre tant parce que machin truc. Bref, des ateliers comme ça où vous mettez en action des principes SEO forts,
dans du concret, ça intéresse pas mal les gens et c'est plutôt cool. Pareil, dès que vous avez des nouveaux collaborateurs, prenez 1 heure de votre temps et montrez que vous êtes ouvert. Heu, c'est très, très, très important et pareil avec sa hiérarchie, si elle est demandeuse, prenez le temps d'aller dans les détails, c'est important. Voilà. Tips, c'était le tips numéro 3, l'évangélisation, qui est souvent un peu la ligne sur le CV, on est en mode: «Ouais, OK, tu as voulu rajouter un truc», mais c'est très, très, très important. Tips numéro 4, pareil, je vais passer vite parce que je pense que, si vous êtes tous SEO, vous l'avez déjà en tête. Mais parce qu'il est important, je suis obligé d'en parler. Il faut garder à l'œil plusieurs choses. J'aurais pu même mettre 4 grands trucs. D'abord Google, parce que du jour au lendemain, il peut changer votre SERP et vous passez de 8 000 à 4 000 visites par jour. C'est ce qui s'est passé sur Monsieur Moto. En 2023, mars-avril, on était premier sur plein, plein, plein de requêtes commerciales du genre, traceur GPS moto, support téléphone moto, bref, des trucs un peu e-commerce et du jour au lendemain, il a décidé que ce n'était plus des comparateurs, mais des marques ou des marketplaces qui allaient se placer, et on a été jarté, on n'a rien pu faire. Donc Google peut vous jarter du jour au lendemain. Il aime bien quand les gens dépensent des ads, donc si vous regardez un peu l'évolution, de la matérialisation des ads dans la SERP depuis la création de Google, on comprend intuitivement que le SEO perd de plus en plus, de pixels, de CTR et cetera. Donc faites gaffe et heu et ça, on l'a aussi expérimenté, mais vous pouvez passer de héros à zéro dans le classement très rapidement. C'est-à-dire que pendant 3 ans, vous êtes le contenu pertinent, vous êtes la référence et du jour au lendemain, vous pouvez sauter. Heu, Ça fait très, très mal, mais c'est une réalité et donc pour ça, il faut voilà, il faut quand même essayer de rester en veille, essayer de rester actif sur sa veille. Moi, je sais que je me suis abonné à quelques newsletters qui sont pas mal, celle de Nelly, je vous la recommande. Toutes les semaines, il y a un petit récap, bien fait, heu, pour, être tenu un peu au courant. Évidemment, vos concurrents, il faut les surveiller. Pour vous donner un ordre d'idée du truc le plus poussé qu'on a pu faire, pour surveiller les concurrents, quand on était chez Le Lynx, on avait un logiciel qui s'appelait Botify et en fait, on scrapait toutes les semaines le site de nos, 3-4 gros concurrents que je vais pas nommer, que vous connaissez sûrement dans le monde de la comparaison d'assurance et on analysait en temps réel le nombre de pages. Est-ce qu'ils ont supprimé des pages? Est-ce qu'ils ont changé la manière de faire du maillage interne? Bref, on allait dans ce niveau de détail-là pour voir, quelles étaient les grandes actions SEO qu'ils étaient capables de mener et nous adapter très rapidement, et analyser surtout si ce qu'ils faisaient marchait ou pas. Parce que si ça marchait, il fallait vite faire pareil et si ça marchait pas, juste on recopiait pas. Mais ouais, analysez vos concurrents parce que c'est beaucoup plus simple pour un concurrent de prendre des risques. Vous êtes premier, deuxième, troisième. Le concurrent, lui, soit il n'existe pas encore, soit il a tout approuvé, donc il peut prendre des risques sur des stratégies, je sais pas moi, une manière de faire des articles un peu différents, des templates différents, un angle, d'intention qui est traité différemment. Donc il peut vous surprendre là-dessus et surtout, il peut voir ce qui marche bien chez vous et surtout ne pas recopier ce qui marche mal chez vous. Donc ils vont souvent avoir tendance à copier ce qui marche bien et à faire mieux, là où vous n'êtes pas très, très bon. Donc bah, évidemment, il faut les surveiller même si on peut pas faire grand-chose à part s'adapter, il faut être très réactif et alors c'est pas l'un des plus gros risques, mais c'est un énorme risque et en chez 3 annonceurs différents, j'ai vu à peu près tous les trucs. C'est le risque de casse de votre propre entreprise. Des devs qui sont pas forcément sensibilisés au SEO, ça peut vite, se transformer en catastrophe. Modification du robot TXT. Ce que je vois de plus en plus, c'est des indexations quand il y a une version web du produit, heu, je sais pas, qui va générer des certificats, des choses comme ça. Bref, ça sort du produit et ça commence à s'indexer, donc là, c'est vite la crise. Suppression de pages sauvages sans qu'on vous demande, bref, il y a plein d'actions un peu criminelles, qui peuvent vite vous pénaliser si vous faites pas gaffe, donc mettre en place des systèmes d'alerting, très important et je passe pour le tips numéro 4. Heu, Tips numéro 5, ça, je pense que si jamais je devais remonter un site, from scratch, si demain j'ai envie d'être premier sur meilleure assurance vie et sur tous les produits fintech, je pense qu'il faut savoir trouver son angle, savoir trouver sa distinction et ça correspond à un persona. Là, par exemple, je vous ai mis une capture d'écran de meilleure assurance vie. Le top 1, c'est un site old school. Heu
Mais pourquoi? En fait, il faut se poser la question de pourquoi ça marche. Est-ce que je dois copier Avenue des investisseurs pour être premier sur Meilleure Assurance Vie? Oui ou non? Qu'est-ce qui fait que ce site-là est top 1? Et en fait, le SEO, c'est surtout un travail de marketing. Comprendre pourquoi ce site-là est top 1, c'est se mettre dans la tête de la personne qui va taper Meilleure Assurance Vie. Donc moi, alors je connais pas bien le monde de l'assurance vie, donc, mais je me suis dit, oui, bon, bah, l'assurance vie, c'est peut-être une majorité de gens qui sont plus quarantenaires, donc un design un peu old school. J'espère que vous voyez bien mon écran. Quand je dis old school, c'est ce genre de design avec le e-book qui ressemble vraiment à un livre, la photo noir et blanc des fondas, bref, un design un peu old school. C'est ce qui marche parce que ça répond en fait à un stress, à une intention de la part des gens hop, qui, pardon, excusez-moi, qui vont consulter ce genre de requêtes. Après, on a un site un peu plus d'actu, un peu plus institutionnel, Le Revenu, qui a un format trophée. Alors, pareil, là, on est sur un format juste listing des meilleurs actifs qui performent le plus. C'est un peu plus pour les experts. Et enfin, on a Financero, qui arrive à se positionner sur cette très, très, très belle requête, très, très rémunératrice, avec un design beaucoup plus haut de gamme et une manière de segmenter l'info qui est complètement originale par rapport aux deux premiers résultats et qui, je pense, moi, correspond à un persona qui est plus jeune, trentenaire, moins informé, pour lequel ça va être peut-être sa première assurance vie. Et là, on voit, alors, dans le monde de l'assurance vie, c'est peut-être un peu technique, mais il y a plein de manières de gérer son assurance vie, gestion libre. Là, ils vont nous proposer les meilleures gestions pilotées. Et puis, il y a une gestion éco-responsable. Et puis, la sécurité avant tout, quand même. Bref, ce qui est original, quand je parle d'originalité, c'est cette capacité à penser un template qui soit différent du reste pour pouvoir vite avoir une espèce de proposition de valeur qui soit plus intéressante que les autres et se positionner. Parce que ce template sur Meilleure Assurance Vie, il marche sur tous les autres. Et je pense que c'est l'un des secrets de ce site-là, en plus de proposer une expérience complètement différente. Là, on est sur du vert foncé, un peu design haut de gamme, avec la typo sans sérif qui va bien. Ça vient vraiment contraster. On est sur deux personnages différents. Et en fait, les deux coexistent dans la SERP. Les deux sont assez complémentaires. Donc, voilà. Tips numéro 6. Analyser les données de vos lecteurs et capturer les données de vos lecteurs. Ça, c'est un truc que j'aurais dû savoir avant. Je l'ai surtout compris avec Shine. Je vais vous montrer un petit exemple après. Je ne vais pas vous parler de temps de lecture, de taux de rebond, de choses comme ça, parce que c'est sujet à interprétation. C'est intéressant de les regarder au cas par cas, mais 15 secondes de lecture, ça ne veut pas dire que c'était nul, forcément. Ça veut peut-être juste dire que la personne a eu son info très très vite et qu'elle est partie. Moi, je vous parle de capter du lead. Je ne sais pas, moi, demain, vous avez un site, vous faites 1000 visites par jour, vous êtes capable de capter 5 à 10 de ce trafic et de le transformer en adresse email que vous allez qualifier avec de la donnée autour. Ça a une valeur ajoutée énorme. Et typiquement, ce que nous, on aurait dû faire sur Monsieur Moto à l'époque, où il marchait super bien, ça aurait été de faire un simulateur de choix de casque de moto, par exemple. Et en 3-4 questions, on aurait été capable de proposer 5-6 résultats pertinents et on aurait fait de la belle affiliation dessus, on aurait récupéré du mail, etc. Capter du lead, c'est trop important. Ça, je l'ai bien découvert avec Shine. Je vais vous montrer un exemple. On a un simulateur qui s'appelle Exonération de CFE. C'est le tout premier simulateur en format chatbot qu'on a réalisé sur Shine. Alors, je vous parlerai aussi des sites étatiques après, qui font très très mal sur ma niche. Mais en gros, l'idée, c'est que chaque année, nous, notre persona, c'est les entrepreneurs. Un des points communs à tous ces entrepreneurs, c'est qu'ils doivent payer une cotisation foncière des entreprises. Et il y a 7 moyens efficaces pour obtenir une exonération. Sauf que ça reste compliqué. Ça va dépendre de votre activité, de votre zone géographique, de votre niveau de chiffre d'affaires. Bref, ça dépend de plein de choses. Du coup, on s'est dit, bon, bah, quitte à faire, cette page, elle a fait énormément de visites l'année dernière. On va faire un petit simulateur, histoire de capter du lead. On a une petite landing page qui va bien parce qu'on peut réutiliser ce simulateur sur d'autres canaux. Le côté un peu 360, on va pouvoir l'utiliser en influence, on va pouvoir l'utiliser en ads. Et en fait, vous arrivez sur ce genre de petite page. L'année dernière, on a réussi à capter, on a fait 8000 chats sur ce genre de simulateur, avec à peu près 2000 emails capturés. Donc, c'était vraiment pas mal, sachant qu'on est arrivé très très tard dans l'année, un petit peu en retard.
Et en fait, l'idée, alors oui, vous verrez, je pense que je recommuniquerai dessus début novembre, au moment de la CFE, mais ça, c'est la V1, il y a une V2 qui va sortir prochainement. Mais l'idée, c'est qu'on va vraiment poser énormément de questions pour proposer des bonnes réponses et surtout, nous, derrière, dans notre base de données, dans notre CRM, pouvoir créer des scénarios de nurturing d'email complètement adaptés en fonction de ce que va répondre la personne. Et nous, un entrepreneur qui va nous intéresser, ça va être un entrepreneur. Alors, tous les entrepreneurs nous intéressent parce qu'on a envie de les bancariser, mais un entrepreneur qui a plus de 4 ans, qui a une boîte qui a plus de 4 ans, qui fait plus de 80 000 euros, qui est une SAS. Bref, je vous passe les détails, mais plus en fonction de la data, c'est intéressant, plus nous, on va être heureux. Donc, pensez à faire des petits simulateurs. Ça marche très, 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 très bien. Ça vient magnifier, on va dire, un petit peu des pages où vous avez beaucoup de trafic et ce qui ne sert pas à grand-chose. Des fois, ça permet de capter du lead, donc ça, c'est très cool. J'en parle beaucoup plus en détail dans un podcast que j'ai fait récemment chez Conquête. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les sujets marketing un peu global, il est vraiment pas mal, je vous le conseille. J'avais mis un autre exemple plus tradi dans le monde du panneau solaire. Le panneau solaire, typiquement, les enjeux d'un panneau solaire, c'est quelle est ma surface de toiture, quelle est mon exposition au soleil, ça va coûter combien par rapport à mon budget, les aides, etc. Bon, bah, là, je vous ai remis un peu un exemple d'un truc qui marche plutôt bien. C'est un simulateur, je vous laisserai aller regarder, mais ça marche vraiment très très bien. À la fin, on vous propose une prise de rendez-vous. Bref, c'est de la captation de lead. C'est très intéressant. Tips numéro 7, et je vais aller un peu plus vite parce que je vois le temps qui défile. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête, surtout si vous êtes junior. Chaque business a ses particularités et ses contraintes. Là, je parle plutôt pour les SEO qui sont chez l'annonceur. C'est très, très rare d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire du bon SEO. Quand vous êtes éditeur, ce qui est génial, c'est que vous faites absolument ce que vous voulez. Vous choisissez votre CMS, vous choisissez d'apprendre à dev ou pas à dev, vous faites votre design. On va dire que la limite, elle est plutôt dans votre champ de compétences et votre appétence sur des domaines, plutôt que vous n'êtes pas capable de faire la chose ou pas. Mais chez l'annonceur, des fois, vous allez pas avoir de dev, pas avoir de design. Est-ce que la hiérarchie est d'accord ou pas? Est-ce que vous avez quelqu'un qui rédige en interne? Est-ce que vous avez le budget? Est-ce que vous êtes sur un CMS qui est extrêmement rugueux ou pas? Tout ça, on va dire, c'est ce qui rend le SEO chez l'annonceur complexe. Et donc, il faut vraiment essayer de maximiser là où vous avez le plus de marge de manœuvre. Et les autres leviers se débloqueront avec le temps, notamment par la pédagogie, le fameux évangéliser, qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut croire. Donc, accepter un peu des fois ces contraintes et essayer quand même de réussir à faire du bon boulot. Moi, j'ai eu assez de chance. La seule boîte où j'avais toutes les cartes, c'était vraiment le Lynx, mais parce que c'est une boîte qui, naturellement, a été pensée pour l'organique. C'est une boîte qui a été créée par un gros groupe d'assurance anglais à l'époque, ça a été revendu. Mais l'idée de ce groupe d'assurance, c'était toujours de poser une assurance et un comparateur dans tous les pays dans lesquels ils allaient. Donc en France, c'était le Lynx, l'Olivier Assurance. En Espagne, c'était un truc qui s'appelait Restreator et je sais plus quoi. Et en gros, ils sont naturellement, enfin, ce business est naturellement pensé pour l'organique. Et du coup, tous les moyens sont mis en œuvre pour faire du bon SEO. D'ailleurs, la rentabilité d'un Le Lynx tient quasiment que sur du SEO. Parce que s'il fallait payer tous les leads avec de l'ADS, ça serait compliqué. Et j'exagère un peu parce que c'est SEO et beaucoup de branding aussi. Mais c'est vraiment les deux pôles qui génèrent du biz dans ce milieu du comparateur. Donc voilà, chaque business a ses particularités. Autre point important, et ça peu importe que vous soyez en agence, que vous soyez chez l'annonceur ou éditeur de site, le SEO, c'est pour moi un driver, pas une finalité. Si vous êtes capable de développer d'autres compétences dans lesquelles vous avez des talents, ça va vraiment être vraiment, vraiment game breaker. Moi, je vous ai marqué un peu mes combos de skills préférés. J'en ai oublié un énorme qui est le SEO plus dev, qui permet de fabriquer des tools plutôt cool. Le seul cas où le SEO, ça peut être une finalité, ça va être les business pensés pour AdSense, où il faut faire des milliers de vues avec des contenus. Bon, bref, je ne rentre pas dans le détail, mais ça peut être une finalité si le business model tient que sur ça. Mais dans la plupart des cas, c'est quand même cool d'aller combiner du SEO à quelque chose d'autre. Typiquement, SEO plus sales. Sales, ça veut dire quoi? Juste, à la place de faire de l'affiliation classique, vous prenez le téléphone, vous allez challenger les 3-4 e-commerce du marché qui font beaucoup d'affiliés, enfin qui sont très forts dans votre niche
et l'un va vous proposer 9%, l'autre 10%, l'autre 11%, etc. C'est comme ça que vous boostez vos rémunérations. Et dès que vous avez du trafic, dès que vous avez un site qui a l'air assez propre, ça se fait assez seul parce que, typiquement sur un Monsieur Moto, on a pu monter, je crois que le record avec un seul e-commerce. Je vais parler vraiment en gros, la répartition d'affiliation chez Monsieur Moto, c'était 90 avec un e-commerce dédié en partenariat et le reste, c'était d'autres affiliations. On faisait de l'assurance, on faisait du scooter électrique, mais c'était des petits pôles. Mais disons qu'avec ce gros partenaire-là, je pense que c'était sur les périodes de Noël, on a dû faire jusqu'à 8 000 € d'affiliation, ce qui représentait à peu près 90 000 € de chiffre d'affaires pour le e-commerce partenaire. Et donc, dès que vous arrivez à vous rendre pas indispensable, parce qu'on représente Peanut en fait dans le mix marketing global de ce e-commerce-là, mais quand même, ça les saoule. Si du jour au lendemain, ils perdent entre 50 000 et 90 000 € de chiffre d'affaires et que ça va chez le concurrent, en plus, c'est plus rentable pour eux l'affiliation que de l'AD. Aller négocier, c'est important. Tout ce qui est mis en avant, c'est un vrai plus. À chaque fois qu'il y avait le Black Friday, est-ce qu'on peut mettre ce produit-là en avant? On contactait toutes les marques qui étaient dans nos comparatifs. Ça a finalement généré une énorme part de notre chiffre d'affaires, sans parler d'affiliation. Donc, le côté sales marche très bien. Et je me souviens aussi que quand j'étais chez EasyBuyDef, je suivais une boîte. Je vais pas dire leur nom parce que je ne sais pas si ça leur ferait plaisir, mais c'était une boîte qui était très forte et qui est très forte toujours en contenu voiture électrique, etc. Et c'était à l'époque plutôt un petit site dans le sens, allez, on va dire 40 000 visites par mois. Et pourtant, ils avaient réussi, parce que des très bons sales et très bons communicants, ils avaient réussi à avoir quelqu'un de chez EDF. Et je sais qu'ils avaient un deal en direct avec EDF pour de la rémunération sur des produits électriques. Bref, du coup, même s'il y avait peu de trafic, il était tellement bien rentabilisé que ça leur permettait d'embaucher quelqu'un plein temps pour faire du contenu, puis une alternance pour le design. Et puis bref, ça leur permettait de se développer petit à petit et multiplier un petit peu les contacts en direct comme ça. Plus vous allez multiplier le nombre de contacts en affiliation et diversifier un peu votre portefeuille de partenaires, plus vous allez gagner. Donc ça, c'est important. Et théoriquement, j'ai plus que 5 minutes, donc je ne vais pas réussir à aller jusqu'au bout. Je passe au tips. Tips numéro 10. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais rester premier, c'est 1000 fois plus dur que de le devenir. Il y a plein de raisons à ça et je ne vais pas les énumérer. Mon setup parfait sur WordPress, donc ça, c'est un peu un goodies. Moi, WordPress, c'est vraiment mon kiff. Dès que je dois faire un projet, je vais dessus parce qu'il y a tout. Le lynx.fr est sur un WordPress. EasyBuyDef, la partie blog, en tout cas à l'époque, était sur WordPress. Donc, j'ai tout le temps travaillé sur des WordPress, même sur des gros business, parce que le fait que ce soit open source, c'est beaucoup trop pratique. Bref, je me suis longtemps creusé la tête sur comment on fait pour avoir un site super rapide. Moi, je ne suis pas spécialement technique. Donc, je vous recommande, si vous générez des sous, Kinsta comme hébergement. C'est le plus cher du marché, mais il n'y a pas meilleur hébergement WordPress que Kinsta. Je ne vais pas vous en faire le détail. WP Rocket, mais ça, c'est casu. Tout le monde fait cette reco. Mais c'est un très bon logiciel, un très bon plugin de perf, et ShortPixel pour la partie compression d'image. Ce site-là, Les Motards, c'était un autre site d'affiliation encore. C'est juste pour vous montrer qu'il est rapide, en gros. Donc, je suis un peu en mode prouveur, mais après, je l'ai pas retravaillé depuis peut-être 2023. Donc, mais voilà, avec ce setup-là, vous allez pouvoir booster vos WordPress rapidement. Rapidement, mais World is Big, ça pareil, ça aurait pu être une piste de développement énorme pour Monsieur Moto. Ça aurait été de faire monsieurmoto.com et juste de dupliquer ce contenu dans tous les pays, trouver des régies d'affiliation à chaque fois, et, faire beaucoup de volume. Ça aurait pu être une stratégie, un axe qu'on n'a pas pris. J'ai en tête des très beaux sites d'affiliation qui ont fait ce move-là et ça marche très bien. Mais c'est mine de rien une expertise. Mais c'est une piste à creuser. Tips numéro 13, et c'est l'occasion pour moi de vous montrer l'un de mes... c'est pas du tout l'un de mes premiers MFA, mais il a déjà 5 ans. Et c'est drôle parce que le tip, c'est investissez dans la qualité dès que vous le pouvez. Nous, à l'époque, quand on était à la fac, on se faisait des soirées. OK, ce soir, on monte un MFA. On était sur Discord, chacun faisait son MFA.
et on allait faire du DeepL sur des sites allemands, portugais et je passe. Et on était content, ça pouvait ranker. Une fois qu'on rankait, on abandonnait les sites. Pour vous montrer un peu à quoi ça pouvait ressembler, ça, c'est le site MFA défonceuse.fr. À la base, c'était un test pour voir si les sites avec des accents pouvaient bien se positionner. Il se trouve que oui, ça se positionne très bien, c'est pas un problème. Il n'a pas été mis à jour depuis 2022. Par contre, c'est plus du contenu DeepL. Nous, on avait quelqu'un dans notre entourage qui était menuisier. On lui a donné 100 euros. On lui a demandé, est-ce que tu peux relire toute la page, nous fournir quelques visuels. Alors, c'est assez abstrait, mais ils sont à la fin. Il nous a mis des vrais visuels. Il a tout relu, chaque tips. Alors, c'est pas lui, il n'a pas voulu qu'on utilise sa photo, mais chaque tips, c'est un vrai tips et ça se ressent. Et bref, on a investi entre guillemets dans la qualité et ce site tient, est toujours premier sur comparatif défonceuse ou meilleure défonceuse et fait 100 euros par mois depuis 5 ans. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Il me reste 2 minutes. Comprendre sa SERP, pareil, c'est un peu un tips qu'on retrouve partout, mais mine de rien, c'est vraiment la base. Et il faut avoir en tête que les SERP, elles bougent. On a compris ça avec un produit qui s'appelle le traceur GPS moto. À l'époque, c'est un peu une nouveauté. Le concept, c'est que tu mets un traceur GPS dans ta moto. Si tu la fais voler, il y a un petit signal GPS, on peut la suivre, on peut entre guillemets la récupérer. Ça faisait plaisir aux assurances. Bref, c'était un produit nouveau. Et sur traceur GPS moto, on était littéralement premier pendant plusieurs années. Et l'intention de la recherche, c'était vraiment les meilleurs machins, etc., etc. Et en fait, les SERP, elles bougent. Le produit, il est plus nouveau aujourd'hui, il est un peu casu. Et on a plus des marketplaces. GeoRide, c'est une marque. Amazon, c'est une marketplace. SMTP Performance, c'est une marque et Repère des motards, c'est un guide. Mais on n'est pas sur une notion de meilleur, on est sur une notion de comment choisir. Et en fait, les intentions, elles changent. Sur des produits nouveaux, on est beaucoup sur c'est quoi les meilleurs, c'est quoi les meilleures marques. Parce qu'en fait, il n'y a pas de marque qui a vraiment trusté le marché. Et plus le temps passe, plus ça va être les marketplaces et les marques qui vont s'imposer. Je vais faire le test, mais si je tape assurance auto aujourd'hui, à l'époque, hein, alors il y a toujours le Lynx, donc ça fait plaisir, mais à l'époque, c'était les Furets, Assureland, le Lynx qui était plutôt dans le top 3. Et maintenant, la MAF, bon, ça fait des années qu'ils sont premiers, mais on est vraiment sur une SERP assurantielle. On est sur une attention MAF, Massif, Alliance. Bon, voilà, c'est des mastodontes. Et quand il y a une intention de recherche extrêmement corrélée, c'est très compliqué d'aller les chercher. Bref, les SERP, elles bougent dans le temps. Et dites-moi si je dois m'arrêter pour la partie questions-réponses. Euh, Tu peux encore si tu veux, parce qu'on a que quelques petites questions. Je pense que vu que tes tips sont vraiment pertinents, ça serait ok, pas mal que tu continues un peu si tu veux. trop cool. Bah, tip numéro 15, les outils c'est bien, mais c'est important de savoir s'en détacher. Avant, j'étais vraiment en mode il faut un tool, des outils pour tout. Maintenant, avec l'expérience, il y a plus vrai. Enfin, c'est très pratique, ça permet d'aller plus vite. Mais un bon SEO doit pouvoir se détacher un peu des tools. Il faut avoir un peu cette vision business, mais je passe parce que je dis aussi qu'il faut des tools. J'ai mis la liste de tous mes tools ici que j'utilise. J'essaie d'en utiliser le moins possible. Mais les tools que j'adore, ça va être Screaming Frog pour scraper de manière générale. Je passe parce que vous devez tous connaître. SEOlizer, je vous le recommande vraiment. Je les suis depuis le début. Olivier et Lionel, ils font un travail de fou. On est client depuis longtemps chez eux. Et ça permet de scraper votre site, d'avoir plein de données, de les comparer. Bref, je vous laisserai découvrir, mais c'est un super tool. SEMrush, de plus en plus, c'est quand même très très cool. Quand je fais du coaching ou des choses comme ça, on regarde que ça dure 1 heure, on regarde le site de la personne. Ça permet quand même de se faire une idée des tendances des sites web, ça va vite. Il y a beaucoup d'historique de données, donc c'est très très sympa pour voir les mots-clés des concurrents, leurs meilleures pages, tes meilleurs concurrents, extraire très vite des données comme ça. SEMrush, c'est vraiment sympa. J'ai jamais utilisé Href, donc ça se trouve Href c'est aussi bien que SEMrush, donc à vous de vous faire votre propre expérience. SEO Observer, si vous avez le budget, c'est très sympa pour la partie analyse de backlink, analyse de SERP, c'est très 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 cool. Moi je me souviens que quand on était à Le Lynx, le fait d'être premier, deuxième, troisième sur Assurance Auto, c'était vraiment enfin, il y avait des grosses variations de chiffre d'affaires journalier si tu n'étais pas premier. Et donc, tous les jours, on était sur SEO Observer, on regardait
la variation des positions, on regardait un peu qui allait se positionner. Enfin bref, très sympa aussi Observer, très, 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 très joli tool. Otheox pour la partie suivi, alerting des backlinks. Si vous achetez des backlinks, si vous faites des échanges de backlinks, c'est quand même cool de savoir si la personne les a supprimés ou pas. Alors ça se trouve, SEMrush le fait, je ne suis pas sûr, mais j'aime bien Otheox, c'est un outil dédié pour ça. Otheos Backlinks, parce que je crois qu'ils font plein d'autres services. Et Airtable, très très sympa. J'ai découvert Airtable chez Shine. Avant, je faisais toutes mes roadmaps, mes gestions de contenu sur du G-Sheet. On a tout passé sur Airtable avec mon ami Théo, que je salue ici. Et en fait, ce qui est sympa avec Airtable, c'est que vous pouvez créer des interfaces super chiadées. Ça ressemble presque à des mini SaaS. Et c'est très très sympa pour suivre votre production de contenu, votre production de mise à jour, votre production d'actu. Vous pouvez plugger plein plein de choses. Et avec le côté une fois qu'on met le nez dans les interfaces et les automatisations, on peut arriver à une espèce de solution custom pour suivre ton business et gérer ton SEO sur un site qui est vraiment incroyable. Je vous passe les extensions parce que c'est pas le plus intéressant. Tips très important, mais normalement, le SEO, c'est un truc qui vous passionne. Je pense que c'est quand même dur d'être compétitif si vous n'avez pas un peu cette dalle dans le bide d'aller chercher la position numéro 1. C'est vrai que les 6 premières années, moi, je faisais du SEO toute la journée, tout le soir et tout. Donc, c'était vraiment un hobby. Voilà, normalement, ça vous passionne. Sinon, je pense que la journée peut être longue. Si le SEO ne vous passionne pas, ça peut être très, très long. Mais si c'est un truc qui vous tient à cœur, vous allez être plus performant. Je crois que j'ai vu un post LinkedIn de Paul Vengeon récemment où je me suis complètement identifié. C'était, je crois, les 4 premières années, on ne gagne pas d'argent, mais on apprend de fou. On s'amuse et tout, on teste plein de trucs. Et c'est vrai que c'est les années qui sont super sympas aussi. Le côté un peu pirate. Moi, je me souviens d'être allé à des belles conférences quand j'étais chez le Lynx. Bref, c'était très, très sympa. Moi, je me suis fait piéger par ça. Encore du travail. Il n'y a rien de passif dans le SEO. C'est vraiment ce que j'ai cru au début. C'est ce qui m'avait plu énormément dans le concept de faire des sites de niche, mettre de l'affiliation. Il n'y a pas de SAV, il n'y a rien à faire une fois que tu es premier. Mais en fait, tu ne restes pas premier. Il y a toujours du travail. Il faut mettre à jour, il faut savoir pivoter dans ces concepts, etc. Donc là, c'est un peu une promesse illusoire de rente long terme avec peu de travail, ce qui parfois est vrai, hein. Il y a des sites, ils sont là depuis 10 ans, et dans 10 ans, ils seront encore là, ils feront de l'argent, et tant mieux. Mais quand même, dans la plupart des cas, il y a énormément d'entretiens, il faut savoir se remettre en question, il faut avoir un peu ce sentiment de survie pour maintenir les business à flot, parce qu'au bout d'un moment, bah, ça coule. Mais du coup, cette promesse un peu illusoire de rente long terme, c'était vraiment ce qui m'avait motivé au début. Et maintenant, j'en sors un peu, mais voilà, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Et si vous êtes aujourd'hui sur le point de vous lancer dans l'édition de site ou des choses comme ça, c'est très ingrat au début. Il y a énormément d'efforts à fournir sur les 6 premiers mois avant d'avoir des résultats qui soient vraiment intéressants. Donc voilà, il faut rien lâcher. Bon, par contre, si au bout de 2 ans, il n'y a toujours pas de résultat, il faut peut-être lâcher. Mais il y a beaucoup de taf. Je passe rapidement parce que voilà, c'est un tip, ça, c'est quand vous arrivez dans une boîte. Moi, c'est d'expérience. À chaque fois, j'ai envie de foncer. Et il faut vraiment prendre le temps, 2-3 semaines, pour connaître à fond votre secteur d'activité, rencontrer tous les product managers de la boîte, parler à vos sales, parler un peu à tous les collègues que vous pouvez croiser pour bien comprendre le business, bien comprendre là où vous allez avoir de l'impact en SEO derrière. Donc, essayez de challenger un peu ces préjugés. C'est super important. Voilà. Et après, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'était mes tips un peu en mode turbo. Des trucs un peu plus activables, mais je peux peut-être faire le listing rapidement. Pensez aux associations. Alors ça, c'est plus des trucs un peu activables, rapides, mais pensez aux associations pour choper des backlinks qui sont cool. Acheter des backlinks régulièrement, c'est important. Je me suis fait avoir récemment. Des fois, on pense que la marque se suffit à elle-même et on capte beaucoup, beaucoup de leads, mais c'est quand même important d'avoir une espèce de routine. Donc voilà. Petit tips pour les vendeurs de liens, parce que j'ai vendu beaucoup de liens aussi. Un design cool, ça permet vraiment de vendre beaucoup plus cher. Et si vous êtes sur une thématique assez petite, n'hésitez pas à monter vos prix parce que de toute façon, les gens sont obligés d'acheter au bout d'un moment. Les grosses boîtes ont tellement de budget qu'elles finissent par acheter vos liens, même s'ils sont un peu surpricés. Donc ça, c'était un peu un type pirate.
et oups et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, multiplier le nombre de partenaires en affiliation, négocier les rémunérations en passant en direct. Alors des fois, vous allez pas pouvoir passer en direct parce qu'il va falloir vous allez être astreint un peu techniquement à la régie tierce et ça, c'est pas cool ou parce que votre partenaire en affiliation, bah, il a un contrat un peu d'exclusivité avec, le partenaire tiers. Mais dès que vous pouvez négocier en direct, ça fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Optimiser la captation de leads, ce qu'on se disait avec la partie simulateur. Et enfin, un dernier tip, ce qui nous a permis de bien rentabiliser le site Monsieur Moto, c'était on était, sur les grandes plateformes d'affi. Alors, il y avait quoi? Quanko, Affilae, Awin et cetera et en fait, prenez tous les programmes partenaires, voyez ce qu'on vous propose et ça va vous donner des idées de contenu qui vont directement être rentables. Alors l'idée, c'est de ne pas aller trop loin parce que je crois on a même commencé à faire du vélo sur Monsieur Moto pour vous donner un ordre d'idée. Mais ça nous a permis, pendant quelques années d'être très bien placés sur du scooter électrique qui était, très intéressant et heu et voilà. Inspirez-vous des partenaires des régies d'affiliation pour créer du contenu, qui sera directement rémunéré. Et voilà. Merci beaucoup, Nathan. Je pense que c'était vraiment pertinent de te laisser continuer, même si tu as pris un peu plus de temps, parce que les tips étaient vraiment riches. On avait quelques petites questions, mais c'était surtout sur les langages, les MFA, les choses comme ça. Et donc, on voit qu'on était suivi par des jeunes et ça a été répondu sur le chat. Il y en avait un, moi, qui m'intéressait beaucoup de tips j'avais envie de reparler. C'était sur évangéliser le SEO et que tu aurais même pu mettre avec, je crois que c'était le type numéro 7 quand on arrive dans une agence, de faire comprendre le SEO et tout ça. Et ça, souvent, on voit que c'est un peu le nerf de la guerre quand on voit des gros annonceurs où des fois, on essaie de faire passer des recommandations et puis le SEO nous dit, côté marketing, ils veulent pas. Ou du coup, les développeurs ne veulent pas faire comme ça. J'avais travaillé pour un site de décoration et dans le nom des catégories, ils avaient mis des noms de catégories un peu plus loufoques, on va dire, pour aller avec la marque. Et je disais à la personne, donc au client, je disais, mais il faudrait des noms de catégories plus, plus propres, quoi. Et là, je dis, ouais, mais non, mais côté marketing, ils veulent pas y toucher. Donc, c'est vrai que souvent, le SEO, il faut arriver à l'évangéliser, il faut arriver à expliquer à quoi ça sert et à quoi ça va servir derrière en termes de résultats. Et ça, souvent, c'est souvent le nerf de la guerre et ce tips-là était vraiment pertinent. Battez-vous parce que le SEO, c'est quand même primordial pour un site. Donc, voilà, vraiment essayer de leur faire comprendre les résultats et pourquoi utiliser des résultats que vous avez pu avoir par le passé, plein de choses comme ça. Et au bout d'un moment, ils vous feront confiance comme ils ont fait confiance à Nathan. Ouais, c'est clair et c'est vrai que, ça va vraiment dépendre de la boîte, de son historique. Si c'est une boîte qui est très axée sur le branding ou une boîte qui est très axée sur l'acquisition en paid, bah, il y a des ADN comme ça de boîtes où le SEO est plus ou moins, Mm. compris, mis en avant et cetera donc ne perdez pas espoir. Ouais. Alors, on va revenir sur Jasmine, du coup, qui doit être toute jeune et qui doit arriver sur tout ça. MFA, on a répondu. Est-ce que tu peux quand même dire ce que tu sais avec tes mots de vive voix? MFA, ouais, je suis désolé en fait, c'est parce que j'ai pas l'habitude de communiquer comme ça et j'ai toujours l'impression que je suis en train de répéter un truc que tout le monde sait. C'est Made for Amazon. C'était un concept de site web où, en gros, c'est simple, tu cherches une plancha, tu vas taper plancha ou meilleur plancha dans Google et ce qui se positionnait bien à l'époque, c'était, plancha.fr, le top 10 des meilleurs planchas ou le guide comparatif et avis, des meilleurs planchas et en fait, on avait tendance à faire des sites qui étaient monoproduits avec un EMD, donc un nom de domaine qui collait avec le produit. Bref, tout était suroptimisé. Il y avait 45 fois le mot plancha dans la page et c'est ce qui permettait. Ça marchait très très bien à l'époque. Je pense que la vague est terminée, Il mais je faut sais voir un très vrai comparateur aujourd'hui, je pense, pour faire de l'affiliation. ouais, et puis alors, et dans le monde de l'affiliation, il y a eu les médias qui sont arrivés en masse, les Mm. BFM TV, Ouest France et autres qui ont fait très très mal. Il y a les sites e-commerce qui se sont mis à faire des top 10 aussi. Donc, c'est dur. C'est plus dur qu'avant, mais avec un bon concept, un bon angle et sur certaines niches, il y a vraiment de la place. Et surtout, je pense qu'il y a ce côté SEO, il y a aussi ce côté marché, aller saisir les nouveaux marchés. Alors bon, je n'ai pas d'idée de nouveaux marchés, je ne suis pas en veille en ce moment, mais il y a eu le CBD à un moment, il y a quelques années. Si tu avais anticipé le CBD, tu te mettais vraiment très très bien. Il y a eu la cigarette électronique. Bref, il y a eu tout un tas de nouveaux marchés qui émergent. Il n'y a pas vraiment d'historique de référence sur ces marchés-là.
bah, si tu as cbd.fr, si tu as cigaretteélectronique.fr, c'est quand même pas mal d'avoir anticipé ça. Donc, Made for Amazon, c'était un concept, c'était des sites Pas de uniquement faits pour l'affiliation. Amazon, que de l'affiliation Amazon, et ça payait pas bien d'ailleurs. C'était 5%. Je crois que Il fallait faire de la masse. c'était de la masse, ouais. Moi, je connais des gens qui ont 500, 1000 sites de MFA. Ils faisaient ça en mode industriel, c'était rigolo. Ouais, je vois de quoi tu parles. Allez, il y en avait une autre question aussi. Quel plugin conseilles-tu pour faire du lead magnet? Et justement, expliquer un peu ce que c'est le lead magnet, c'était un mot qui a été demandé aussi. Alors, le concept du lead magnet, c'est créer un peu une ressource aimant. L'idée, c'est que typiquement, je sais pas, la personne, elle a tapé un truc genre modèle de lettres rupture conventionnelle. Voilà, elle veut un modèle de lettre, elle veut faire une rupture conventionnelle. Bah, à la place elle va arriver sur ton article, si toi, tu as juste mis un modèle de lettre, format texte, elle va copier-coller le truc. Toi, tu vas dire, bah attends, j'ai un formulaire en format PDF, télécharge-le, tu vas mettre un form et tu vas poser quelques questions. Par exemple, est-ce que tu as un projet en ce moment de créer une entreprise? Nom, prénom, email, et je t'envoie la ressource. Un lead magnet, c'est en gros, tu donnes une ressource qui a une forte valeur ajoutée et en échange, tu me donnes de la data. Et en fonction de ton business, tu fais des lead magnets plus ou moins poussés. Il y a plein d'outils pour le faire. Il y a plein de manières de faire. Typiquement, si demain, je ne sais pas, tu es éditeur de site et tu as un site de panneaux solaires, tu n'as pas la capacité de développement pour faire un truc ultra chiadé, front-end, machin truc, bah, tu fais un calculateur Excel et c'est pas grave. Et tu commences comme ça et tu captes quand même de la donnée. Donc, tu peux faire des lead magnets avec plein de choses. Et typiquement, le petit chatbot que je vous ai montré, ça a été fait avec Landbot, par exemple. C'est un logiciel de chat et c'est très sympa. Mais il y en a plein, en fait. Ça dépend de ce que vous voulez faire, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Nathan. Merci Merci pour beaucoup. cette Merci beaucoup pour vraiment tous ces tips. Encore une fois, les slides seront remis demain. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Garden pour avoir le replay. Merci pour tous ces tips et tout ce retour sur expérience. C'est toujours vraiment très pertinent. En plus, on est sur des thématiques plutôt conséquentes. L'assurance pour la travailler, on sait que celle-là, elle est vraiment compliquée. Donc voilà, merci pour tous ces tips. À bientôt, Nathan. À bientôt, merci. Merci Nathan, à bientôt.